Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler des ennemis. A-t-on vraiment besoin d'ennemis pour vivre? Avec d'abord deux philosophes, la philosophe du courage, Cynthia Fleury, et puis la philosophe de l'humanité créatrice, Nadia Yala Kisukidi, et puis l'un des plus grands écrivains, en tout cas l'écrivain le plus connu de la planète, Umberto Eco, toujours best-seller international, l'un des globetrotters les plus connus de la planète, aussi ancien ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand, Hubert Védrine, le psychiatre, qui est aussi, je crois, psychanalyste, mais plutôt le soir tard, Serge Tisseron, et puis notre Zola du XXIe siècle, Gérard Mordillat. À la fin de cette émission, la philosophe Géraldine Mühlmann, professeure à Paris 2, s'il vous plaît, vous fera son débriefing philosophique. Et puis en attendant, vous pouvez nous insulter, nous couvrir d'injures sur hashtag LGQ pour les grandes questions. La grande question, la voici, la voilà. Elle sera chantée ou présentée aussi par Alexandre Gamelin. On regarde. Pourquoi avons-nous besoin d'ennemis ? Voilà une très mauvaise question. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la grande cour de récréation du village global, nous n'avons que des amis. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Mais cette volonté d'une société en apparence sans ennemis est peut-être la plus grande entreprise d'enfumage jamais réalisée. D'abord parce que c'est faux. Dans la vie, il n'y a pas que de l'amour. Mais surtout, cette idée d'une société sans ennemis est une façon de nous endormir. Par exemple, on nous explique qu'il n'y a plus de lutte des classes. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Mais cette paix apparente est forcément à l'avantage des plus forts. Warren Buffett, le milliardaire, disait que la lutte des classes existait et que les riches l'avaient remportée. Se déterminer un ennemi, c'est se donner les moyens de lutter. Pas de lutte sans ennemi, et pas de progrès sans lutte. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter notre hymne national pour s'en convaincre. Désigner un ennemi à l'extérieur aide à savoir qui nous sommes. La première fois qu'on entendit le peuple français crier « Vive la nation », c'était sur le champ de bataille de Valmy, contre les armées prussiennes. Et la lutte contre l'ennemi allemand a fait beaucoup pour la construction de notre identité nationale. L'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Alors aujourd'hui, nous avons fait la paix avec les Allemands, l'idée de nation est remise en cause par les grandes constructions supranationales comme l'Europe, mais nous cherchons toujours des ennemis. À l'extérieur, avec les technocrates de Bruxelles, ou avec l'ennemi sans visage de la finance, mais aussi à l'intérieur, avec par exemple les immigrés que certains voudraient considérer comme une menace pour la nation. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Voilà pour la politique, mais la question de l'ennemi vaut aussi à une échelle plus personnelle. Regardez le complexe d'Oedipe, par exemple. Le petit garçon veut tuer le père pour devenir pleinement lui-même. Mais au final, pourquoi se chercher des ennemis à l'extérieur ? Pour avancer dans la vie, pour progresser, nous devons lutter, travailler, d'accord, mais pas forcément contre les autres. D'abord contre nous-mêmes. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me veut pas du bien. Alors plutôt que de s'inventer systématiquement des ennemis extérieurs, les États, les individus, les couples devraient apprendre à lutter contre eux-mêmes pour progresser et devenir un peu plus pleinement eux-mêmes. Mon pire ennemi dans ce miroir. Bon, Alexandre, d'abord, tu as beaucoup de talent, mais je dément. Je ne suis pas ton père et de toute façon, je te déshérite. On va commencer avec vous, Umberto Eco. On a eu l'idée de cette émission à cause de ce livre, Construire l'ennemi, qui commence avec un texte absolument formidable sur l'ennemi. Vous racontez l'histoire. Alors, vous êtes à New York, vous arrivez l'histoire du chauffeur pakistanais. Oui. Donc, j'étais à New York, et pas seulement à New York, je parle toujours avec les taxistes, parce qu'ils sont la voix du peuple. De toute façon, il parle. Hein.
Et il parle. Et à New York en particulier, ça dépend des saisons. Il y a la saison chinoise, il y a la saison russe. Et cette fois, il y avait les Pakistanais. Alors, ils commençaient à me demander d'où venez-vous, l'Italie. Qu'est-ce que c'est l'Italie? Où se trouve? Quelle langue il parle? Ah, il ne parle pas anglais. Non, oh, c'est curieux. Et enfin, il m'a demandé quel est votre ennemi. Je dis bon. Nous n'avons pas un ennemi, mais non, votre ennemi historique, que depuis des siècles vous combattez contre. Mais non, le siècle passé, on avait les Autrichiens pour peu de temps. Dans la dernière guerre, on a commencé avec un ennemi, on a fini avec l'autre. Donc, on n'a pas des ennemis définis. Alors, il m'a regardé comme si on était un peuple de châtrés, d'émasculés, sans virilité. Et notre conversation est finie et j'oubliais de lui dire non, nous n'avons pas d'ennemi extérieur, mais nous avons l'ennemi intérieur. Chaque ville italienne s'est battue contre les autres. Mais pour lui, pour une civilisation traditionnelle, ancienne, la présence de l'ennemi était fondamentale pour établir l'identité. En Europe, on a eu beaucoup d'ennemis. D'ailleurs, dans votre livre, au début, vous citez des textes absolument dingues contre les Noirs, contre les Juifs, contre les Allemands. Il y a même cette espèce de docteur fou qui disait que, je sais pas, les Allemands, disons, faisaient plus de caca que les Français, avaient les intestins plus longs. On comprenait lorsqu'on avait passé la frontière, parce qu'on voyait... Oui, ce qui m'intéresse, c'est le cliché. Comment il continue à être le même cliché à travers les âges. Comment les hérétiques du 1er siècle du christianisme, après les musulmans, après les juifs, après ils ont toujours l'antéchrist, ils ont toujours le même visage, la même caractéristique. Ils puent tous dans la même manière. Ils ont des gueules un peu animales en général. Oui, mais pensez à un cliché. Les hérétiques, le policier, mangeaient les enfants. OK. Le juif mangeait les enfants. Le communiste mangeait les enfants. Donc, l'idée de manger les enfants, ça continue. On a même élaboré des très belles histoires drôles. Pourquoi les prêtres et les communistes? Parce qu'ils leur mangent les enfants. Cynthia Fleury, de quoi est-ce qu'on a le plus besoin dans la vie, finalement? D'amis ou d'ennemis? Ça fait du bien, les ennemis. On voit bien, ça nous motive, ça nous... Oui, pas forcément. Non, ce qu'on voit surtout, c'est que la catégorie de l'ennemi, c'est un artefact. C'est une fabrication très souvent, et ça n'a rien d'ontologique. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, les ennemis, on a commencé avec l'un, on a fini avec l'autre, ça change. Et puis quand on voit la transition démocratique, précisément, est capable très souvent de faire de l'ennemi d'hier l'ami de demain, et précisément on considère que c'est là, les meilleurs terreaux, si j'ose dire, les grandes alliances se font avec l'ennemi de toujours. Ça annonce des mariages généralement assez conséquents. Donc non, je ne dirais pas qu'on a besoin. Il y a certainement effectivement le fait que c'est très compliqué de définir son identité de façon directe. Donc généralement on définit son identité par le creux, et donc en posant ici ou là des balises qui font que ça va surgir. Son identité va surgir par précisément l'autre. Besoin, je pense pas. Je pense que ça reste quand même un privilège des puissants de désigner l'ennemi. Je ne suis pas du tout sûre. Je pense que le problème devient très compliqué, non pas dans le fait de désigner l'ennemi, mais d'être soi-même ressenti comme l'ennemi désigné, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors Nadia, il y a là Kisuki, c'est-à-dire la philosophe de la créativité. Vous diriez que l'ennemi est un créateur d'énergie ? Non, en tout cas, comme personne serait un créateur d'humanité. Ça, c'est le titre de votre livre. Non. Et si on se replace juste dans la perspective bersonienne, justement, l'ennemi, c'est proprement celui qui va nous couper nos possibilités créatrices, puisqu'il va faire en sorte que tout ce qui en nous est peut-être force de vie, force de jaillissement, va se transformer en force de mort. Et ce qui est intéressant avec la catégorie de l'ennemi, telle qu'on la retrouve chez Bergson, c'est que c'est une catégorie qui est là pour penser la question politique. Et une des grandes questions qui va se poser, en tout cas pour Bergson, c'est quel type d'action politique pouvons-nous mener pour justement disqualifier en fait, les effets d'une désignation de l'autre comme ennemi dans l'espace politique. Comment créer une démocratie, comment créer un espace ouvert qui soit proprement politique.
Alors, on a un grand expert de géopolitique là, qui a publié un excellent livre, La France au défi, Hubert Védrine. La question que je vais vous poser, est-ce qu'en diplomatie, tous ceux qui ne sont pas nos amis, est-ce que ce sont nos ennemis? Est-ce qu'il faut les considérer comme tels? C'est pas évident de définir la catégorie ami-ennemi parce qu'elle peut changer, en effet, au fil du temps. Enfin, historiquement, on voit bien que la plupart des nations, des sociétés, des États se sont constitués à partir d'un ennemi, quand même. C'est un facteur de cohésion presque irremplaçable, en dehors du fanatisme religieux qui a tendance à homogénéiser les choses. Mais c'est pas pour autant que c'est uniquement un artefact. Je voudrais introduire tout de suite Woody Allen dans le débat. Même les paranoïaques ont des ennemis. Donc il y a une sorte d'élément comme ça historique qui fait qu'à certains moments, une menace qu'on transforme en ennemi ou qu'on fabrique. Il y a un peu de tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi des menaces dans l'histoire de l'humanité. Ça a construit des identités, des ensembles. Est-ce qu'on peut s'en détacher? Est-ce qu'on peut se libérer de ça aujourd'hui? Il y a une philosophie un peu bisounours qui est celle de l'Europe d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut fonctionner? Par exemple, le dépassement de la France et l'Allemagne, l'antagonisme franco-allemand après la guerre, et pas tout de suite après la guerre, au bout d'un certain nombre d'années après la guerre, c'était formidablement aidé par la menace soviétique. Là, c'est plus plus pas la compliqué menace aujourd'hui. soviétique, et donc la réponse américaine, et donc l'Alliance Atlantique, et donc le plan Marshall, et donc la matrice de la construction européenne, c'est pas simplement un dépassement comme ça, parce qu'on s'est détesté, on va s'aimer. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un jeu compliqué. Quant à la diplomatie, c'est précisément l'idée qu'il faut avoir une autre option que la guerre pour régler les problèmes internationaux. Et par définition, ça consiste à parler non pas à ses copains, la diplomatie, mais être capable de parler quand même à des ennemis, voire à des gens menaçants et détestables. Formidable transition, puisque maintenant on va poursuivre en évoquant l'utilité de l'ennemi en politique, avant de parler de psychologie. C'est Jérémy Collado qui traite la question. On regarde. Un pour tous contre un, c'est la devise du bouc émissaire. Il y a 2000 ans, quand Dieu demande à Moïse d'envoyer mourir dans le désert ce pauvre bouc, il ne s'imagine sûrement pas que le grand René Girard va en tirer une thèse de philosophie politique. Selon le philosophe, ce mécanisme permet à la société de survivre à sa propre violence en la transférant de l'intérieur vers l'extérieur sur un malheureux bouc. Pratique, non ? Cibler un ennemi et affirmer qu'il n'a rien à voir avec nous, c'est un rituel qui était censé avoir disparu avec la fameuse fin de l'histoire. Selon Francis Fukuyama, à qui l'on doit ce concept, la chute de l'URSS marquait l'avènement d'un monde nouveau où la démocratie allait triompher sur les cendres du bouc émissaire de l'Occident, le communisme. Oui mais voilà, la démocratie occidentale s'est construit un nouvel ennemi, le terrorisme islamiste, entré dans l'histoire avec fracas le 11 septembre 2001 avec les attentats du World Trade Center. Aujourd'hui, la caricature du musulman intégriste semble avoir remplacé le mythe du communiste, couteau entre les dents, qui menace notre mode de vie. C'est comme si, fatalement, nous ne pouvions nous passer d'ennemis. Dis-moi qui sont nos ennemis, je te dirai qui nous sommes. Carl Schmitt avait sans doute raison, qui expliquait que la désignation de l'ennemi, c'est le début de la politique. Umberto Eco, dans votre livre, là, vous donnez le sentiment de ne pas avoir d'ennemis. Mais vous avez des ennemis, comme tout le monde, non? Oui, avoir des ennemis, c'est fatigant. Je suis paresseux. Mais je ne peux pas éviter qu'il y a des gens auxquels je ne plais pas. Mais c'est naturel, si on écrit des livres, si on prend des positions politiques. Vous avez fait des best-sellers mondiaux, là, Le nom de la rose, tous ces livres. Qui ne sont pas d'accord, donc j'ai beaucoup d'ennemis, peut-être sans le savoir. Et après, j'ai des ennemis que je connais, j'ai passé ma vie à polémiquer avec le tel ou à dénoncer certains comportements politiques. Donc oui, on se mesure toujours avec des ennemis. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Lorsque j'étais militaire, j'ai même perdu mon fusil. C'était un événement glorieux. Mais voilà. Alors, Hubert Védrine, on va profiter de votre présence là pour que vous nous aidiez à identifier nos ennemis, les ennemis de la France aujourd'hui. Qui? Alors, on va commencer. La Russie. Il paraît que c'est Poutine, non? La Russie, j'entends dire Poutine fasciste et tout. C'est dangereux, Poutine, il va nous faire la guerre. On adore détester Poutine, oui, c'est vrai. Oui, et alors? Je pense que c'est plus compliqué que ça.
Non, c'est Je pas pense une que c'est réponse, pas ça, Poutine. Si. Poutine et la Russie, c'est pas forcément la même chose. Donc je pense que l'Occident est en train de retrouver une sorte c'est pas une réponse. de Hitler confort. et l'Allemagne, c'était pas la même chose non plus. Enfin bon, c'est Oui. quoi? Est-ce que On est en train la de Russie est retrouver une sorte dangereuse? dans le fait de détester Poutine, qui évidemment fait peu d'efforts pour se rendre aimable du point de vue occidental, on retrouve une confort, une commodité, en fait. De même que pour Poutine, c'est assez facile ce qu'il fait en ce moment, parce que les Russes sont en immense majorité derrière lui. le Là-dessus, soutiennent, d'ailleurs, bien sa sûr. popularité Bon. a rebondi. Donc je trouve que dans ce qui se passe, il y a une sorte de confort symétrique, en fait. Donc quelque chose L'Iran qui me paraît absurde, mais enfin bon. L'Iran, ce sont des ennemis? L'Iran, ça a vraiment été construit, alors c'est un problème sérieux, mais ça a été construit comme une sorte d'ennemi central depuis La Chine 20 ou 30 ans. La Chine, aux yeux du Japon, certainement. Peut-être aux yeux d'une coalition de pays inquiets des ambitions de la Chine, mais c'est pas sûr. Mais tout ça, ça peut être attisé ou atténué. Ça peut être canalisé, ça peut être construit, ça peut être déconstruit, ça peut être géré. Ou alors ça peut s'envenimer, ça peut s'enquister. Donc c'est pas donné d'avance, quoi. C'est curieux qu'en ce moment, l'identité de l'Europe est en crise. On a tous les racistes locaux qui sont contre l'Europe, contre l'euro. Dans ce sens-là, Poutine est venu à l'aide de l'Europe. Il lui a offert le visage d'un adversaire par lequel l'Europe peut se reconnaître de nouveau. Même considérer que dans un moment où en France, en Italie, il y a les anti-européennes, mais qui sont encore une minorité. Il y a un grand pays comme l'Ukraine qui fait une révolution pour entrer dans l'Europe. C'est incroyable. Donc, mais c'est le même qui s'est passé avec les Américains à la fin de la guerre froide. Les Américains ne savaient plus quoi faire. Il n'y avait plus l'empire du mal. Heureusement, il y a eu Bin Laden qui est venu en secours des Américains en créant le nouveau ennemi. Un conseiller de Gorbatchev, Arbatov, avait dit ça va être terrible ce qu'on va faire par rapport à vous, on va vous priver d'ennemis. Cynthia Fleury. Oui, il y a une fonction tout à fait organisatrice, entre guillemets. C'est-à-dire que l'ennemi, par exemple, par rapport à l'Europe, c'est très clair. La cohésion que l'Europe n'a pas, elle la trouve effectivement avec un face-à-face. Et puis cette binarité, c'est vrai, tout à l'heure, Umberto Eco disait « moi, je n'ai pas d'ennemi, je suis paresseux ». Mais c'est une même paresse de désigner l'ennemi. Il y a effectivement un confort symétrique, comme vous disiez. Ça peut faire du bien aussi. Oui, non, mais précisément. C'est-à-dire que se ça lève tôt demande... le matin, on est content, on va lui péter la gueule. Généralement, ça demande un effort de perception assez faible, puisque précisément, à partir du moment où on commence à déployer plus d'intelligence pour comprendre ce qu'est l'ennemi, tout d'un coup, la binarité cesse, et c'est pas si simple que ça. Donc, cette fonction, je disais, organisatrice, elle est effectivement tout à fait facile. Maintenant, qu'est-ce que permet l'ennemi ? En dernière instance, il faut juste quand même un tout petit peu faire de politique, mais quand les États-Unis se désignent un ennemi, ça leur permet tout simplement, on parlait de Schmitt, je crois, dans le petit, extrait. Ouais. Effectivement, ça leur permet tout simplement de confisquer la souveraineté, c'est-à-dire de sortir de l'état de droit, de créer une raison d'urgence, de créer une raison d'État. Et ça a été ça a été un des grands gestes politiques depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire tout faire pour que l'État ne soit plus l'état de droit et de façon légale. Je crois que ça a été magnifiquement et définitivement décrit par George Orwell en 1984. C'est-à-dire qu'on change d'ennemi, on tourne la page et hop, ça revient les mêmes. On est allié des Chinois, après on est allié des Russes, on est allié des Américains. En réalité, c'est le moteur même de l'histoire et du pouvoir. C'est ça la vraie question. Justement, alors on va continuer l'énumération avec Hubert Védrine, puisque il y a un cas, c'est un pays ami qui était un grand ennemi historique et qui maintenant est un peu moins bien vu par nos compatriotes, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, oui. Je redis qu'à mon avis, s'il n'y avait pas eu la menace soviétique, et je ne suis pas d'accord avec l'idée que ce soit que de la construction. C'est trop simple de dire ça. Historiquement, c'est faux. Il y a des cas où il y a des vraies menaces, il y a des États des ambitions qui se contrarient, il y avait une vraie vision bolchevique, etc. Donc, dans l'affaire France-Allemagne, je ne pense pas que le dépassement aurait été aussi efficace s'il n'y avait pas eu la menace soviétique. Dans le 2, généralement, il y a du 3, voire du 4. D'ailleurs, ça ne démarre pas en 1945. Quand on fait les commémorations sans fin fatigantes là, sur le franco-allemand, on fait comme si le traité franco-allemand de 1963 avait été signé en 1946, par exemple. C'est tout à fait faux. Il y a une dizaine d'années dans lesquelles ce n'est pas du tout évident. Mais ça se dégrade assez vite en ce moment entre la France et l'Allemagne. Non, ça peut être inquiétant quand on regarde l'histoire. Bah oui, l'histoire, parfois, elle repasse les plats, comme disait l'autre. Non, ça n'a rien à voir.
Il n'y a rien dans les pays européens. Je ne suis pas d'accord non plus pour dire qu'il y a une espèce de mouvement raciste. C'est tout à fait faux, ça. En tout cas, dans les pays européens actuels... C'est vrai, Umberto, c'est faux? Laissez-moi finir, cher Franz. Non, enfin, je pense qu'il n'y a pas du tout, entre les États européens ni les nations, l'équivalent de quoi que ce soit qui ressemble au passé. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. C'est une lecture paresseuse, ça. On replaque les trucs. Il y a des problèmes, mais c'est pas ça. En tout cas, France-Allemagne, non, c'est des divergences, c'est tout, c'est autre chose. Non, nos ennemis, on les cherche ailleurs maintenant. Mais on ne peut pas dire non plus que l'Iran des ayatollahs n'ait rien fait on les cherche ailleurs, en ennemi. Bon. Non, je suis parfaitement d'accord. Oui. Donc vous êtes d'accord. Alors, on les cherche ailleurs. Alors, bon, il y a un ennemi quand même pour beaucoup de Français, minoritaire encore, c'est l'euro. C'est à cause de l'euro que ceci, c'est à cause de l'euro que cela, qu'on a du chômage, qu'on a... Est-ce que c'est un bouc émissaire ou un ennemi? Il y a l'idée que s'il n'y avait pas l'euro, on serait dispensé d'avoir à faire les réformes qui font d'affaires de toute façon. Il y a l'idée que l'euro nous est imposé par d'autres, alors qu'on est cofondateur. Bon, il y a l'idée qu'il y a une autre option. Mais ce n'est pas l'ennemi au sens, puis c'est pas une personne, l'euro, c'est pas une notion, on ne peut pas personnaliser la haine là-dessus. Les fanatismes religieux, l'islam, c'est un ennemi aussi pour... Oui, mais ça fonctionne dans différents sens, parce que les différentes religions prosélytes, à commencer par le christianisme, aller évangéliser toutes les nations. C'est le logiciel de base du prosélytisme, qui est encore la marque de l'Occident d'aujourd'hui. Aller droit de lobiser toutes les nations, c'est Saint Paul, hein, en fait. Donc, mais en face, il y a l'islam. Alors que le judaïsme n'a jamais été presque pas prosélyte, en fait, c'est différent. Sauf quand il était vainqueur. Tout à fait au début, alors. Josué et les Maccabées. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, là, vous êtes en train de déconstruire tous les ennemis. Non, vous vous rendez compte de ce que vous faites, là, Hubert Védrine? Ils se construisent entre eux. Bon. La finance, j'essaie de dépasser ça, oui. La finance. Oui, mais il faut préciser un peu. Je sais pas, moi je vois, il y a un certain discours, la finance, c'est l'ennemi. Oui, vous rappelez? Après, il faut trier vous y étiez un peu. peut-être d'ailleurs. Si c'est la finance dérégulée, folle, oui, bien sûr. Si c'est la finance dont on a besoin pour financer le développement, la modernisation, y compris la modernisation écologique de demain, très bien, on a besoin de financement. Pour parler de votre livre, là... C'est terrible, parce qu'on ne peut pas en rester au slogan, c'est compliqué. Alors, pour revenir à votre livre, La France au défi, qui est passionnant... C'est sur la France, hein, c'est pas sur je sais, justement. Là, justement, j'y viens. C'est-à-dire, on a le sentiment, quand on lit le livre, que pour vous, la France a toutes sortes d'atouts et que son pire ennemi, au fond, c'est elle-même. Oui. C'est ça? Oui, je pense que nous ne sommes pas pessimistes. On est les champions du monde du pessimisme. Quand on fait des études comparées, les Français sont plus inquiets sur l'avenir de la France que les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan. Donc il y a quand même un bug quelque part, vous voyez. Et moi, je pense que nous sommes non pas pessimistes à cause de nos handicaps, on a encore un potentiel géant, mais on est handicapé par notre pessimisme. Et je pense qu'il a des origines très diverses. Il n'y a pas que l'inquiétude économique ou pour l'emploi, les chômages ou les charges écrasantes. Il y a aussi le fait que c'est un pays prétentieux, vexé, par rapport à l'idée qu'il s'est fait de lui-même pendant longtemps. Il y a l'idée qu'on pensait que l'Europe, c'était une France en plus grand, alors qu'il faut négocier toute la journée avec des tas d'autres, c'est très compliqué. On croyait dans le tout politique, on est dans le tout économique. Je pense que la repentance a dérapé, c'est-à-dire que la lucidité historique est formidable. C'est une nécessité indispensable sur tous les épisodes noirs de l'histoire de ce pays, comme des autres d'ailleurs, mais que ça a tourné à une sorte d'expiation maladive, qui s'ajoute au fait qu'on a un passé tellement chargé, on va raser les murs. Bon. Donc tout ça se mélange, alors que c'est des sources complètement différentes, et ça aboutit à un pays où des gens qui se disent on n'y arrivera jamais, c'est trop dur. Puis on a tellement menti sur le win-win, vous savez, que les gens pensent que tout est lose-lose, donc ça va pas y aller. Donc on est un des pays les plus tétanisés au monde, et c'est absurde, je trouve. Vous ne croyez pas aussi que ça vient justement de cette rengaine qui était la rengaine de Margaret Thatcher, que répètent quotidiennement tous les médias? Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative. Ce qui vous arrive, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes prisonniers des forces extérieures, des forces financières, etc. Tous les gouvernements se cachent derrière ça pour appliquer au fond quelque chose qui est d'une toute autre nature, qui est cette logique économique où les plus riches deviennent sans cesse plus riches et les pauvres sans cesse plus pauvres. Et c'est là qu'il y a réellement, à mon avis, potentiellement, vraiment des ennemis. Et potentiellement l'idée qu'un jour, ces ennemis s'affronteront. Donc les riches sont les ennemis des pauvres et inversement. Hein. Puis un jour, ils vont se casser la gueule. C'est pas dit comme ça, mais ce que je veux dire, c'est, vous savez, c'est vrai que la France a une drôle d'image d'elle-même, mais en même temps, quand on écoute les statistiques officielles et qu'on voit le million de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, les 2,5 millions qui vivent avec 470 € par mois, qu'on voit ce chômage endémique, qu'on voit la place des jeunes qui est réduite à pas grand-chose, qu'on voit la destruction des services publics, on se dit,
on n'a pas de raison d'être pessimiste, mais il faut être non seulement indigné, mais insurgé, parce que cette situation-là est une situation qui est terrible, parce qu'on est dans un pays qui finalement tourne à un système post-démocratique, puisque le vote ne compte plus pour rien. Regardez le référendum sur le traité constitutionnel. Majorité de Français votent non, on le repasse sur les mêmes textes. Bon, ça veut dire, vous pouvez voter ce que vous voulez, on ne fait rien. Et c'est aussi quelque chose qui est un système qui tourne, un système post-républicain, à partir d'un moment où on vit dans un pays où une personne, un homme ou une femme, peut gagner en 1 heure, et en 1 heure, je suis généreux, ce qu'aucun autre ne gagnera en une vie. À partir de ce moment-là, le principe fondamental de la République, qui est l'égalité, est rompu. Et c'est là que je crois qu'il y a des tensions très puissante qui explique sans doute une partie de ce pessimiste dont vous parlez. Donc, réponse du Védrine, il y a des ennemis de classe alors. Juste un mot, je pense que ça c'est l'interprétation classique de la gauche sur la question. Mais je pense que dans le pessimisme, il y a bien d'autres sources en fait. Et que l'interprétation politique classique, le côté dont je parlais, le côté historique, le côté pays prétentieux, humilié. Parce que la France, depuis très 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 longtemps, bien avant que cette question se pose, pensait que c'était un pays spécial, fille née de l'Église, patrie des droits de l'homme, enfin patrie de la Déclaration des droits de l'homme, etc. etc. Et le fait qu'on soit dans un monde dans lequel on est en compétition avec tout le monde, ce que les gens n'ont pas demandé, en majorité, on se compare. On compare les éléments de référence, le benchmarking. Ça y est, dans longtemps que ça prend à rebrousse-poil, parce qu'il y a l'idée d'une mission spéciale qui nous dispenserait d'avoir à faire les adaptations qu'on fait à peu près de tous les autres pays comparables et qui s'en portent aussi bien sur le plan économique, social, etc. Donc je pense que l'explication politique sociale classique est une partie. Je ne conteste pas qu'il y ait une partie, même si je ne pense pas du tout qu'il y ait d'appauvrissement dans le monde de l'économie déréglée devenue folle. En revanche, je pense que la disproportion, enfin c'est pas en revanche je pense, c'est les chiffres, la disproportion entre les revenus des gens et les gens les plus riches est devenue extravagante par rapport à avant, mais il n'y a pas d'appauvrissement, où que ce soit, ni en Chine, ni en Europe, ni nulle part. Il n'y a pas d'appauvrissement par rapport au niveau de vie qu'avaient les gens il y a 20 ou 30 ans. On ne se rappelle même plus de ce que c'était. Je ne sais pas où vous vivez. Vous non plus. Écoutez, la chef monteuse avec qui je travaille touche aujourd'hui un salaire exactement égal à celui qu'elle touchait en 1988. Donc, il n'y a peut-être pas d'appauvrissement, mais c'est quand même une longue période où rien n'a augmenté de ce côté-là. Donc, il y a nécessairement, à mon avis, une baisse de revenus fondamentale. Oui, je ne veux pas vous contester là-dessus. Je veux dire simplement que ce n'est pas ça le pessimisme dont je parle. D'après ce que j'ai vu, lu, compris, il y a une autre source qui est différente, qui est plus française et qui est plus liée à une idée qu'on s'est fait de la France et qui ne fonctionne pas bien dans le monde actuel et qui est moins liée à la question sociale que vous posez. Ça en fait partie, je suis d'accord, pour une partie des gens. Mais ça n'explique pas ces taux de pessimisme et de manque de confiance en soi et de sentiment que, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va tourner contre nous. Il y a un autre aspect. Il y a d'autres éléments. Il y a un autre aspect aussi dans la France au défi que vous développez. Vous dites aussi, un des ennemis de la France aujourd'hui, c'est aussi cet instantané perpétuel dans lequel nous vivons. Mais ça, ce n'est pas un ennemi de la France, c'est le fait que les systèmes d'information, je ne parle pas des individus journalistes, le système d'information, le rythme. Puis la politique aussi, d'ailleurs, elle est dans ce rythme-là. Et la politique, qui malheureusement est trop liée à ça, dans toutes les sociétés modernes, fait qu'il y a une sorte d'hystérisation absolument permanente de tout, dans laquelle tout le monde parle de la journée, les gens réagissent sans avoir lu quoi que ce soit, ne savent pas de quoi ils parlent. Bon. Et donc c'est devenu quelque chose qui empêche tout simplement de penser. De réfléchir, oui, bien sûr. De penser, de réfléchir, Umberto Eco, là, votre regard extérieur... C'est pas français, ça, c'est pas spécifiquement français. Votre regard extérieur sur la France, l'ennemi de la France, c'est qui, c'est quoi, pour vous? Ce n'est pas mon problème. Oui, mais plutôt, vous êtes un auteur célébré en France aussi, vous avez quelques lecteurs ici. Non, mais je crois que... Puis vous venez souvent. Notre ami a dit des choses très importantes, mais les ennemis de la France sont les ennemis des autres pays. En Italie, il y a les mêmes problèmes à propos du chômage, de salaire. On a construit en ce moment un ennemi fondamental qui est la caste. Les grands managers, les grands qui sont devenus la bête noire de toute polémique, pas extrême gauche, centre, et même qui relève de tous ces problèmes. Le pessimisme italien, je crois qu'on pourrait se battre et voir qui est le vainqueur,
Mais les Italiens sont spécialistes dans la destruction de leur propre confiance. Oui, mais dans la joie. Nous sommes toujours les pires. Dans la joie. C'est l'autodérision plutôt que Oui, le pessimisme. enfin dans le rire, dans le... Ben non, il y a une très belle lutte entre les Italiens et les Français. Les Italiens disent aux Français, nous sommes les pires dans ce domaine. Les Français, puisqu'ils veulent être toujours les premiers, même dans les mal, alors ils disent, non, c'est nous qui nous sommes les pires dans ce domaine. Et ça continue comme ça. C'est ce qui donne une grande littérature. Bon, ça fait du bien, les Je bouquets. cite Cocteau là-dessus, qui dit les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Ouais, ouais. Alors, ça fait du bien d'avoir un bouc émissaire quand même de temps en temps aussi, pas seulement un ennemi. Hein, ça règle aussi beaucoup de problèmes. Oui, après, maintenant, il y a aussi l'Internet, l'e-book, qui est devenu le e-book émissaire pour beaucoup de gens. Je crois que c'est le moment maintenant de se tourner vers Géraldine Mühlmann pour prolonger la discussion, pour nous dire, est-ce qu'une société sans ennemis, est-ce que c'est vraiment possible? Mais pas forcément des ennemis ou des boucs émissaires de l'intérieur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat contemporain, philosophique, revient très fort cette idée que non, que ce n'est pas possible, que l'ennemi est une obligation pour faire de la politique correctement. Et puisque beaucoup d'entre vous, y compris Alexandre Gamelin, ont cité Carl Schmitt, c'est vrai que Carl Schmitt revient, une pensée de l'entre-deux-guerres, revient énormément dans le débat contemporain, comme une des pensées qui dénonce l'irénisme, les naïvetés du libéralisme, qui voudrait neutraliser les conflits, tout régler par le droit, régler par la délibération, etc. Carl Schmitt disait dès l'entre-deux-guerres que ça n'était pas possible. Alors longtemps, le marxisme en France a joué ce rôle, en France et dans le reste du monde, quand il était beaucoup plus accepté et même dominant dans le champ intellectuel, rappeler qu'il y a des vrais ennemis de classe, etc. Aujourd'hui, où il se porte un peu moins bien, et c'est pas sûr que ça dure, d'autres pensées prennent le relais. Alors c'est d'autant plus étonnant que Schmitt, c'était quand même quelqu'un d'assez sulfureux pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. Enfin, il était notoirement antisémite. Il n'y a qu'à lire son texte sur Hobbes, le Léviathan de 1938. Il accuse les penseurs juifs d'avoir fait des choses épouvantables dans le domaine de la pensée. Il a été nazi. Mais c'est vrai aussi que Schmitt, depuis le début, a attiré énormément d'individualités de tous bords politiques et qu'il y a une pensée de l'État fort, capable de se mobiliser contre des vrais ennemis. Et dans son livre qui s'appelle La notion de politique, qui a été publié dans les années 20, puis republié en 1933, Schmitt défend l'idée qu'il n'y a pas de politique sans distinction ami-ennemi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde qui n'a plus rien de celui de cette ambiance du nihilisme allemand, il faut bien le dire, des années 20 et 30, eh bien ça revient. Beaucoup de néoconservateurs américains, comme l'a rappelé Cynthia Fleury, ont lu Schmitt, et cette idée qu'il faut sentir la situation exceptionnelle, être capable de se mobiliser contre un ennemi. Face à cela, évidemment, la pensée libérale est très embêtée. Elle n'a pas de riposte possible, même si, comme vous tous ici, elle essaye de réfléchir au conflit. Merci Géraldine. Bon, on va maintenant avancer dans le débat en évoquant la nécessité ou pas d'ennemis dans la psychologie, dans la vie intime. C'est un sujet d'Alexandre Gamelin, qui, j'insiste, n'est pas mon fils. On regarde. La vie, c'est comme une partie de tennis. Pour bien jouer, mieux vaut avoir quelqu'un contre qui se battre. C'est ainsi que l'enfant va avoir besoin de s'opposer pour se construire. Dis papa. Maman. La prise de conscience de son identité va aller de pair avec la volonté de s'opposer à ses parents. C'est ce qu'on appelle, entre 2 et 3 ans, la période du non. Dire non, chercher les limites de l'autorité parentale, vouloir tuer le père ou la mère, ce sont des stades qui permettent à l'enfant de se construire, même si ça épuise les parents. Rien de pire que des parents qui voudraient rester en perpétuelle fusion avec leurs petits. S'appuyer sur ses parents pour grandir et se construire contre eux sont les deux versants d'un même phénomène. C'est quoi ce jean? Mais depuis quand on classe un jean? Je suis à 2 doigts de m'énerver, 2 doigts, hein, 2 doigts. Mais cela ne vaut pas que dans le rapport parent-enfant. Tous, nous avons besoin de surmonter des forces résistantes pour progresser. Dans le travail, dans le sport et même dans la séduction,
Nous ne progressons qu'en tentant de surmonter les forces résistantes, intérieures ou extérieures, qui s'opposent à nous. On peut vivre sans ennemis sans doute, mais on ne peut progresser sans adversaire, ni grandir sans adversité. Alors, après avoir eu ça, on a besoin de se construire contre quelqu'un, non ? Oui. Serge Tisseron. On arrive à ça après des débats qui ont précédé, mais on aurait pu commencer par ça. Ouais. Alors, c'est lié, visiblement. Oui, oui, c'est très lié. Alors, effectivement, hein, ça a été bien montré, l'enfant se construit d'abord en disant non. Hein, voilà. Il se construit d'abord en s'ouvrant, puis très vite il se referme, et puis donc il cultive le non, l'opposition, puis évidemment l'adolescence, hein, que tout le monde connaît. Mais ça reste très présent toute la vie. Moi, quand quelqu'un me dit il y a vraiment quelqu'un, je ne supporte pas, je ne l'aime pas, c'est mon ennemi, j'ai envie de lui dire peut-être que ça t'évite de te détester toi-même. Hein, c'est quelque chose qui existe à tout âge. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, un troisième terme, on a parlé des amis, des ennemis, un troisième terme qui joue un grand rôle aussi dans l'enfance, c'est le héros. Si vous avez des ennemis, vous allez élire un héros qui va pouvoir vous en libérer. Et alors, effectivement, l'enfant a des ennemis, mais l'enfant a un héros. Hein. L'enfant a un héros, genre c'est son père. Voilà. Ouais, c'est mon père ce héros, mon père ce salaud. Hein. Voilà, mon père. Mais ça peut glisser très vite d'un côté à l'autre, parce que si le héros déçoit un tant soit peu, il bascule et il devient un salaud. Mais je veux dire, tant au niveau du développement de l'enfant qu'au niveau du développement des sociétés, le danger de l'ennemi, c'est aussi d'élire un héros auquel on donne les pleins pouvoirs pour nous protéger de l'ennemi. Et je crois qu'il y a là une dangerosité de l'ennemi qui n'est pas liée à l'ennemi seulement lui-même, mais à la manière dont nous avons tendance à vouloir nous en protéger en faisant de quelqu'un un personnage tout-puissant auquel nous allons déléguer toutes nos possibilités, renoncer à toute capacité d'initiative, parce que je pense aussi que ça fait partie du mal français, pas renoncement, mais empêchement des initiatives, non-valorisation des initiatives, et notre pouvoir d'initiative est confié au héros qui va nous libérer de nos ennemis, nous réconcilier avec nous-mêmes, et on attend qu'il agisse, et moyennant quoi, évidemment, on va dans le mur. Voilà. Alors, monsieur le psychiatre, une question qui me brûle les lèvres quand on a affaire à des ados. Comment dire non à un enfant sans en faire un ennemi ? Alors, de toute façon, si vous dites oui, soyez sûr que vos enfants ont un ennemi aussi. Donc, j'ai des fois tendance à dire à des parents d'ados, alors comment ça va ? Mais ça se passe mal. Alors, j'ai dit, alors tout va bien. Voilà. Parce que c'est normal, hein, c'est normal qu'il y ait des affrontements. On dit non, il y a un affrontement. Mais, si vous voulez, la logique, c'est que de toute façon, on sait bien que les enfants grandissent qu'en transgressant les règles qu'on leur donne, qu'on leur impose. Mais il faut quand même leur imposer des règles, parce que c'est ce qui les structure provisoirement avant qu'il les dépasse. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire non à un ado, ça le structure, et puis il y a un moment où on peut lui dire, écoute, tu as fait quand même ces choses, je reconnais que tu as transgressé ce que je t'avais dit, mais c'est que tu étais prêt à le faire. Hein, voilà, s'il n'était pas prêt, on le gronde, mais là, tu étais prêt à le faire, donc c'est bien. Mais dire oui provoque l'effet contraire. Si vous dites oui, vous devenez l'ennemi mortel, parce qu'il n'y a pas justement cet affrontement. Et après, l'ado vous dit, mais tu ne te rends pas compte, tu ne m'as pas permis de me construire, tu m'as toujours dit oui. Alors, il vous hait absolument. Il n'y a pas de solution, quoi. La solution, c'est... Oui ou non, c'est la catastrophe. Oui ou non, c'est la catastrophe. C'est un métier impossible, parents. Mais il faut savoir que la crise d'adolescence, elle est provisoire. Il y a beaucoup de parents qui pensent que ça va durer toute la vie. Non, rassurons-les, ça passe. Vers les 18 ans, ça passe. Ouais, ça passe mal, mais ça passe. Hein. Je crois que c'est important précisément de montrer que... n'est pas ennemi qui veut, c'est-à-dire que de fait, penser contre, ça ne veut absolument pas dire que celui qui est en face de vous, celui que vous affrontez est votre ennemi. Ce n'est pas du tout le cas. S'opposer ne nécessite pas un ennemi. Et d'ailleurs, on voit très bien que quand vous avez vraiment des patients qui sont dans une situation où ils vous parlent d'un ennemi intérieur, mais c'est quelque chose de dévastateur, parce que ça met véritablement en danger leur homéostasie, si j'ose dire, personnelle, comme la colère, comme quelque chose qui tout d'un coup grimpe en eux. Si vous voulez, il y a un ennemi à partir du moment où votre intégrité physique et votre intégrité psychique, elle est menacée. Un parent ne menace pas, ou alors si, et s'il menace, on est dans la maltraitance, on est dans quelque chose de... Alors là, véritablement, et on ne se construit pas avec un ennemi, ça c'est vraiment faux. Il y a deux mots en français, il y a agressivité et violence. L'agressivité, ça peut être dirigé contre quelqu'un dont on reconnaît par ailleurs qu'on l'aime beaucoup.
On peut à la fois aimer beaucoup quelqu'un, être agressif à son égard, s'affronter, se retrouver. La vie, quand même, est faite très souvent de ça. Mais la violence, c'est autre chose. La violence, c'est le désir de faire disparaître quelqu'un, de le rayer de la carte du monde, ou ce qui revient au même, équivalent mineur, le soumettre totalement en son pouvoir. Voilà, et c'est là on où, peut pas où le l'ennemi supprimer, n'est on le pas soumet un en son pouvoir. artefact. Voilà. Et Précisément. ça, c'est la violence. L'ennemi, on le réduit par la violence. Mais il est possible d'être agressif à certains moments avec ses parents, avec ses amis. C'est la vie, et heureusement qu'on peut l'être. Nadia Yala, qu'est-ce Il me semble important en fait, ce que vous avez dit sur la question de la destruction de soi, parce que les logiques d'affrontement, peut-être même les logiques un minimum conflictuelles, n'impliquent pas la rhétorique de l'ami et de l'ennemi. On est juste dans des positionnements d'altérité, on est confronté à un autre, mais cet autre-là, dans sa différence, n'est pas nécessairement l'ennemi. Oui, le parent n'est pas un ennemi pour l'enfant, c'est un rival à dépasser. Donc il y a beaucoup d'agressivité, mais ce n'est pas la logique de l'ennemi, c'est la logique de la compétition. L'ennemi, c'est autre chose. L'ennemi, soit on le détruit, soit on le réduit en son pouvoir, mais on n'est plus dans une logique de compétition. Tant qu'il y a une logique de compétition, c'est un rival, c'est presque un rival ami, c'est quelqu'un avec qui on rivalise pour se grandir mutuellement. C'est bien la logique de la rivalité. On a bien compris les conseils de Serge Tisseron qu'on va suivre. Et vous, Umberto Eco, en tant que père et grand-père, hein, quelles sont vos recettes? Non, j'ai eu l'expérience de tous les pères. Il y a une crise qui commence après les 14 ans, mais vers les 18, ça finit et on reste de bons amis. Parfois à 17, parfois à 19, et parfois il y a le massacre familial. Mais d'habitude... Massacre, vous avez connu le massacre? Non. Non. Pourquoi? Vous avez bien géré? Je suis entré dans des termes d'amitié avec... mes fils, donc je sais que, comme disait Eduardo De Filippo, un napolitain, ad appassa nuttata, il faut attendre que la nuit passe. D'accord. Qui est une sagesse fondamentale que j'emploie dans plusieurs situations. Il faut attendre que la nuit passe et après, ça sera différent. Je crois que dans la normalité, il y a cette dialectique-là, il a raison, c'est plutôt de la rivalité plutôt que de l'inimitié. C'est rivalité sexuelle, c'est rivalité idéologique, etc. Donc on peut avoir des moments de grand conflit. Par exemple, avec mon père, j'ai eu des moments de rivalité, donc de polémiques. De polémiques extérieures, comme ça Si, sur des problèmes religieux, sur des problèmes politiques, mais jamais de la haine. Parce que ça peut être culturel aussi. Oui. Moi, je vois dans le monde où j'ai grandi, à Paris, dans le 20e arrondissement, le mode de relation commun entre mes parents, mes amis et encore aujourd'hui est toujours sur un mode d'agressivité, qui est une forme d'humour, qui est une forme de façon de s'adresser à l'autre. C'est culturel, tout simplement. Alors, si on passe un touriste, on dit « mais ces gens se détestent, ils vont se battre ». Et en réalité, non. Nous parlons naturellement comme ça. Umberto Eco, on a bien compris donc, votre position sur le plan politique, mais sur le plan psychologique, les rapports, par exemple, père-fils, vous êtes vous-même, par exemple, construit contre quelqu'un, contre votre père, contre un écrivain, contre... Non mais, attendez, mon problème est comment on construit l'image de l'ennemi. Je ne crois pas qu'on se construit comme ennemi de quelqu'un. On se retrouve par hasard comme ennemi de quelqu'un. On ne se construit pas si on n'est pas dans une situation psychiatrique douteuse. Qu'est-ce que ça veut dire, se construire comme ennemi de quelqu'un? Il y a des gens qui le font, hein, on les reçoit et les soigne, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas plus de problème que ça. Ça s'appelle même la paranoïa. Voilà, c'est les paranoïaques qui se sentent exister, d'être l'ennemi de quelqu'un et qui font tout pour que celui qu'ils perçoivent comme leur ennemi devienne en effet leur ennemi, parce qu'ils le persécutent de telle façon que cet ennemi réagit. Je ne dirais pas qu'il se construit, il se trouve dans cette situation. Je ne crois pas que le paranoïaque, en beau jour, dit « je veux devenir paranoïaque ». Il commence à s'irriter parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il croit que c'est contre lui. Mais... vous n'avez jamais eu affaire à un paranoïaque. Alors, Hubert Védrine... Non, j'ai toujours mon motto « tous les paranoïaques me poursuivent ». Alors, Hubert Védrine a travaillé avec un homme d'État, François Mitterrand, qui avait quand même une particularité, c'est qu'il visiblement il avait besoin d'ennemis pour
faire son boulot, quoi. Il a eu Rocard, et même à l'extérieur, il y avait Chirac, mais il avait besoin, par exemple. S'il n'y avait pas eu la figure de Rocard, est-ce qu'il aurait été candidat en 1981 ? C'est même pas sûr, quoi. Il voulait retirer l'assiette de l'autre aussi, souvent, non ? C'était une motivation forte. Je trouve que le terme d'ennemi est trop fort, trop global, en fait. Surtout qu'on a donné des exemples et on a connu dans l'histoire. Adversaire. La détestation de l'ennemi peut conduire jusqu'au désir de l'éliminer. Et on a vu des massacres de masse. Il a éliminé politiquement, il ne l'a pas tué, mais bon, il a... Religieuse, bon, c'est ça qui est effarant. D'ailleurs, quand on entend toutes les remarques intelligentes sur la nécessité de la construction, à un moment donné, d'un ennemi, on se construit par rapport à ça, mais après, il faut contrôler... Hubert Védrine, là, pas de langue de bois. Vous l'avez entendu parler de Rocard, Mitterrand, c'était quand même dingue. Oui, mais je trouve que le terme ennemi est trop fort. Il en parlait comme on parle d'un ennemi, il disait des choses horribles. Non, parce qu'un ennemi, c'est quelque chose qui est menaçant en même temps. Donc il y avait une sorte de rivalité, de détestation, peut-être détestation de la part de Rocard, peut-être mépris d'ailleurs discutable de la part de Mitterrand, mais ennemi, c'est trop fort, c'est inexpiable. Si c'était l'ennemi, comme on a parlé des ennemis de classe ou nationaux, etc., jamais Mitterrand n'aurait nommé Rocard Premier ministre. Même pas pour vérifier s'il allait se planter ou pas. C'est d'une autre nature. C'est plutôt de l'ordre de ce que vous connaissez mieux que personne, qu'est la compétition politique exacerbée, en fait. Mais ce n'est pas une sorte de détestation identitaire. Vous voyez, je pense dans la politique française aujourd'hui et hier, il y a quand même des ennemis, il y a des très fortes haines. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai certainement en Italie. Oui, mais le terme même politique, c'est aussi creux que le terme amitié politique, hein, en fait. C'est autre chose, c'est des rivalités, ça change tout le temps. Les pires peuvent se réconcilier après contre un troisième. Ce n'est pas les haines ou les détestations de construction dont on a parlé. C'est autre chose, je trouve. Vous êtes très diplomate, mais maintenant, je vais vous demander, on va essayer d'être concret. Non, juste quand même, ce n'est pas du tout de la diplomatie. Je veux dire par là qu'à partir du moment où vous désignez un ennemi, vous vous désignez vous-même. Donc si vous désignez un ennemi que vous considérez hors catégorie, sous-entendu sous-catégorie, ça ne va pas, parce que ça vous renvoie immédiatement une image qui n'est pas au niveau. Donc, de fait, je pense que Mitterrand n'a jamais désigné Rocard comme son ennemi, de fait. Moi, je pense qu'il l'a désigné et qu'après, il s'est réconcilié. C'est-à-dire que, là, je vais vous poser une question, là, un petit tour de table. Pol Pot avec les bourgeois cambodgiens, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ou les soviétiques, les bolcheviks avec les koulaks ukrainiens. C'est ça l'ennemi au sens violent, terrible, inexpiable du terme. Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse un petit tour de table, qui est lié à tout ce qu'on vient de dire, sur ces ennemis qui deviennent des amis. C'est quelque chose qui est assez courant dans la vie. Est-ce que ça vous est arrivé ? Comment ça s'est produit ? Et qu'est-ce que ça a laissé sur vous ? Je commence par vous, Cynthia Fleury. Oui, alors moi, ça va aller très vite, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Comme quoi, j'ai dû avoir une bonne désignation de ce qu'était l'ennemi, mais en même temps, j'en ai pas. Donc, de fait, je crois très peu à cette catégorie-là. Nadia ? De la même manière, pas d'ennemi. Je suis bien désolée. Gérard Mordia ? Non, moi non plus, je ne pense pas du tout dans ces catégories-là. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un individu pourrait être mon ennemi. Alors s'il l'était, ce serait pour des raisons militaires, si je puis dire. Non, il peut y avoir une antipathie. J'ai le souvenir d'une chose formidable. La première fois que nous nous sommes rencontrés avec un autre cinéaste qui s'appelait Daniel Duval, l'antipathie entre nous a été si immédiate que ça nous a fait éclater de rire. Vraiment, on a convaincu, tous les deux, on a constaté que vraiment on n'avait rien à faire ensemble, qu'on ne pouvait pas se sentir et qu'on ne se retrouverait jamais. Et après, on a eu des rapports très cordiaux comme ça, tout au long de la vie, sans jamais travailler ensemble. Mais au fond, c'était ça. Mais l'antipathie, c'était si immédiate, c'était évident, une sorte d'évidence comme ça. Mais ce n'était pas un ennemi. Serge Tisserand ? Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des ennemis qui devenaient des amis. Par contre, j'ai eu quelques amis qui sont malheureusement devenus des ennemis. Et alors, là, vous pouvez développer ça, c'est intéressant. Oui, alors dans ce sens-là, oui. Alors pour des raisons qu'on a largement évoquées, des raisons de rivalité, voilà, de générations différentes, de vizirs qui veulent être vizirs à la place du vizir, voilà. Alors ça se passe dans la tête des gens, hein, mais quand vous devenez la cible de quelqu'un qui est persuadé que c'est votre place qu'il doit prendre et pas celle de quelqu'un d'autre, ça devient très compliqué. Donc j'ai plus connu des situations dans ce sens-là. J'en suis désolé, mais vous savez, pour qu'une relation marche, il faut être deux à le vouloir. Alors il y a des situations qu'on ne peut pas réparer tout seul. Donc il faut se méfier des amis, hein, j'ai bien compris. Méfions-nous des amis. Oui. Qui peuvent devenir vite des faux amis et puis des ennemis. Voilà, c'est ce que dit le fameux dicton, vous savez, mon Dieu, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, j'en fais mon affaire. Hubert Védrine. Même réponse que tout le monde, que Umberto écoute tout à l'heure.
je ne me suis pas connu d'ennemi. Il doit y avoir des gens, comme dit Umberto, qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas mes idées ou ceci, cela, mais ennemi au sens fort, central, obsessionnel, non. Donc je ne peux pas bien répondre à transformation d'ennemi en ami. Par contre, j'ai connu des situations de pouvoir dans lesquelles inversement, oui, bien sûr. On est en situation de rivalité, compétition, désaccord, mais ça bouge très vite, c'est très... il y a des éléments nouveaux qui perturbent tout ça, mais ce n'est pas structurant. C'est pas tout. Par contre, j'ai observé souvent les ennemis sont mes amis. Bon, ça c'est vrai dans la vie politique comme dans la vie internationale. Mais je ne l'ai pas vécu d'une façon personnelle intense. Umberto Eco, les auteurs qui vous en veulent de vendre moins de livres que vous, qui sont très nombreux, ils vous en veulent, sont des ennemis, vous pensez ? Il ne vient pas se confier avec moi, donc... Non, plutôt, l'ennemi qui devient ami, c'est un phénomène assez normal, parce que parfois, pour des raisons peut-être utilitaires, on décide qu'avec ce type, il faut faire une alliance. Plus intéressant, c'est la transformation de l'ami en ennemi. Il y a les cas éclatants. Votre meilleur ami fait l'amour avec votre femme, et alors il devient votre ennemi. Mais pas, c'est exceptionnel. Ouais. Par exemple, il y a un phénomène typique de la vie universitaire. Le grand baron qui commence à haïr celui qui l'a mis en chaire. C'est fondamental. Le père, une fois qu'il a donné la chaire universitaire au fils, en faisant tout pour lui faire vaincre la chair, de ce moment en avant, il fera tout pour le détruire. C'est typique, une maladie typique de l'université. C'est curieux, une espèce de complexe d'Édipe renversé. Et la peur que les fils ayant eu du succès puissent te poignarder un jour ou l'autre. Et oui, c'est à trop se cacher son ambivalence, elle finit toujours par ressortir avec des moments successifs, l'amour complet, la haine totale, alors qu'il y a toujours les deux. C'est peut-être un souvenir des parricides dans les dynasties royales. C'est le moment maintenant du débriefing philosophique de Géraldine Mühlmann, qui va nous dire en gros ce qu'il fallait penser philosophiquement de cette émission. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai vraiment eu l'impression que votre conversation montrait bien un des problèmes qui existent dans la pensée politique aujourd'hui. C'est comment... on sent bien que le vocabulaire de l'ennemi va avoir ses limites pour penser, par exemple, la démocratie. Enfin, vous l'avez tous dit, c'est un peu meurtrier. Enfin, on n'a pas envie de penser en ces termes. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a des grandes luttes à mener, qu'il y a des conflits un peu saignants, il y en a aussi dans les démocraties, qu'on a envie de se mobiliser pour des causes, immédiatement le vocabulaire de l'ennemi revient, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles la pensée de Carl Schmitt revient aujourd'hui. C'est comme si on n'arrivait pas à penser le conflit dans sa radicalité, dans sa difficulté, sans passer tout de suite au vocabulaire de la guerre. Comme disait Clausewitz, la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. On aimerait bien ne pas penser comme Clausewitz, mais en même temps, c'est très dur de trouver quelque chose au milieu. J'en vois un exemple, par exemple, dans le fait que sur la finance, là, vous avez eu un échange très intéressant, Hubert Védrine et Franz-Olivier Gisbert, lorsque vous avez parlé de l'adversaire. On oublie parfois que, pour prendre l'exemple de François Hollande au Bourget pendant sa campagne, souvent j'entends citer la phrase de François Hollande « Mon ennemi, c'est la finance ». Or, quand on regarde, il a pas dit ça, il a dit « Mon adversaire, c'est la finance ». Et c'est un bon signe. Je ne parle pas du tout du fond, là, mais du vocabulaire, que lorsqu'on a senti de la virulence, on transforme immédiatement cela en ennemi, et on parle ennemi au lieu d'adversaire. Voilà, alors à vrai dire, c'est un gros enjeu aujourd'hui des gens qui essayent de mettre des concepts sur tout ça. Et par exemple, ils essayent d'observer ce qui se passait dans la démocratie grecque, qui n'était pas du tout pacifiée, comme on le croit parfois, grande délibération sur l'agora, pas du tout. Par exemple, si on regarde les travaux de Nicole Laureau, il y a une série d'essais dans son ouvrage « La cité divisée », qui porte bien son nom, où on voit bien comment la question du conflit peut arriver en démocratie sans passer directement au vocabulaire de la guerre. Et voilà, donc je reste sur une question, mais après tout, c'est l'enjeu de cette émission aussi. Merci Géraldine. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Cynthia Fleury, La fin du courage, c'est en livre de poche. On attend le prochain quand même. Oui, ça y est. Ah bon, ça va venir quand même. Je suis pas une grande rapide, vous savez. Oui, ça j'ai remarqué. Oui. Puis il y a toujours l'exigence de la réconciliation, un gros livre sur la biodiversité chez Fayard. Nadia Yala Kizukidi, Bergson ou l'humanité créatrice. C'est une somme au CNRS Éditions.
Gérard Mordillat. Oui, notre Zola, parce que c'est vrai que c'est toujours, vous vous intéressez aux gens de peu, comme on dit, ils sont les héros de vos livres. Xenia, c'est une histoire entre deux femmes, Mathilde et Xenia, ça se passe dans le milieu de la grande distrib, c'est pas triste, enfin c'est même triste souvent, mais bon. Non, c'est pas triste. Non, c'est pas triste dans le sens, voilà, bon, mais c'est aux éditions Kalman-Levy, et puis il y a Le Miroir voilé, ça c'est un ensemble, un recueil de textes sur le cinéma. Les 100 mots de Serge Tisseron, avec Jean-Paul Jassin, c'est chez Que sais-je, hein, c'est un livre sur le rêve, hein, et qu'est-ce qu'il faut penser du rêve. Et puis Hubert Védrine, un livre excellent là, qui donne la pêche, hein, La France au défi, aux éditions Fayard. Et puis enfin Umberto Eco, là, qu'on était très fiers de recevoir, parce qu'il a quand même écrit quelques classiques du XXe siècle. Je pense Le nom de la rose est quand même un très grand livre. Et puis le tout dernier, qui sera un classique du XXIe siècle, parce qu'il y a du temps qui est passé, Le cimetière de Prague, et l'excellent Construire l'ennemi et autres textes occasionnels, c'est excellent. C'est aux éditions Grasset. Merci. Cette saison de Magazine Philosophique se referme. Merci aux équipes techniques. Merci à la production. Merci, un grand merci à France 5. Et puis surtout, merci à vous tous qui nous avez regardés de semaine en semaine. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques. En attendant, comme disait Sénèque, hâtez-vous de bien vivre et songez que chaque jour est une vie en soi. À bientôt.